Et pour ne rien vous cacher, à un moment donné, nous avons eu Tigri au téléphone. Quelle est la mission de l'armée étrangère qui a été sollicitée pour venir en renfort à l'armée béninoise? Tigri et son escouade rapprochée sont toujours en fuite. Permettez d'insister sur la question d'Emmanuel Sodi. Est-ce que vous redoutez une nouvelle tentative et est-ce qu'on peut savoir où il se terre? Dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le. C'était même ridicule. Parler des complicités du voisinage. Où est-ce qu'il se terre? Moi, je ne crains pas une récidive de la chose. Et même si ça doit se faire, on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Aucun grand pays démocratique majeur n'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement, déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale. Une instance que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'instance la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quels que soient les marginaux, on ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ce n'est pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togben pour des formations, pour des mises à niveau, assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte pour mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si les idées étaient maîtrisées. En tout cas, toutes les casernes, tout le recommandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert, certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. N'eût été ma volonté de limiter les dégâts, quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire Togben. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le. C'était même ridicule.
Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Nous ne pourrons pas dire qu'aucun Béninois n'aura jamais, plus jamais une telle idée, mais il ne faudrait pas que l'idée puisse prospérer à ce point. Même si très vite, nous avons eu le dessus. Ils ont été chassés de la maison, vaillamment. Même moi-même, j'ai pas eu peur d'être avec la garde républicaine, parce que je savais très bien que jamais cela ne prospérerait, que nous ferons face. Ils sont allés à la radio, on les a poursuivis, ils ont été délogés très vite de la radio, mais il y a eu un temps qui s'est écoulé entre le moment où ils ont été délogés et le moment où le ministre de l'Intérieur est venu s'exprimer. C'était un week-end, il fallait qu'ils viennent de Calavi. Et c'était la personne la plus indiquée. Mais ceux qui sont à la CRTB ont bien vu qu'il n'y avait pas de résistance. On les a poursuivis, ils sont partis très vite. Bon, c'était des voyous. C'était des petits terroristes qui ont été manipulés, encouragés par quelques acteurs marginaux politiques du Bénin, et puis quelques également personnes étrangères que je me garderai d'évoquer ici parce que la justice s'est déjà saisie de cette affaire-là. Donc c'est des petits voyous, des barlotins, c'est pas comment il faut les qualifier, insensés, qui ont été encouragés, manipulés par des nostalgiques et par des jaloux. Je suis Joël Tchogwe de Peace FM. Alors ma question c'est de savoir quelle est la mission de l'armée étrangère qui a été sollicitée pour venir en renfort à l'armée béninoise. Pour ce qui est de l'intervention de l'armée de l'air du Nigeria, c'est un peu vers midi qu'après avoir analysé la situation en discussion avec les responsables militaires, le patron de la garde républicaine, le chef d'état-major général qui était en France, qui a dirigé les opérations de loin et qui s'apprêtait à prendre le vol et venir à Cotonou. C'est après avoir échangé avec eux que nous avons décidé de faire appel à une frappe, à un pays susceptible de nous aider à faire une frappe chirurgicale. Parce qu'ils se sont retranchés à Togbe avec des armes lourdes, avec des blindés. On avait neutralisé un des blindés devant la télévision nationale, mais ils sont retournés dans la caserne avec des blindés. Vous savez, dos au mur, ils peuvent encore faire des bêtises. C'est-à-dire commencer dans la caserne, à tirer, à faire n'importe quoi, sachant que la cause était perdue. Nous avions nous aussi positionné des blindés non loin du camp pour les convaincre, résoudre à déposer les armes. On ne peut pas être certain que des gens qui ont fait une telle folie soient quelques minutes après capables de raison, dire bon, on laisse tomber. Donc il se pourrait qu'il y ait des échanges qui feraient beaucoup de dégâts dans le quartier de Togbe, la base est au cœur de Togbe. Je ne peux pas être président de la République, c'est parce que j'ai été éprouvé il y a quelques minutes que je vais dire, peu importe les dégâts que ça va occasionner, peu importe les vies innocentes qui pourraient être perdues. Nous avons dit, il ne faut surtout pas que les affrontements entre l'armée loyaliste, l'armée tout court et ces voyous engendrent encore des pertes en vie humaine. On avait déjà perdu 2 personnes. À cette heure-là, je savais déjà que l'épouse du général Bada était déjà décédée, je savais déjà. Je savais déjà qu'on vient de perdre un des soldats de la garde républicaine. Je venais de voir un deuxième qui a reçu une balle qui a brisé complètement le bras. Donc pour moi, nous étions en train de perdre déjà 3 personnes. Est-ce que ces voyous, il faut les bombarder, les anéantir et les tuer? Nous avons aboli la peine de mort au Bénin. Nous n'allons pas, par nos armes, tuer des gens qui sont dans le crime. Il faut les arrêter, les condamner, mais pas les tuer. Il ne faut pas non plus tuer d'autres soldats, on savait très bien, dans le camp, mais non partisans de cette affaire-là. Quand je viens de vous dire, suivez-les, ils sont avec nous. On savait déjà qu'il y avait plein de gens dans le camp qui étaient avec eux. Des gens dans le camp nous appelaient. On a eu des appels de soldats dans le camp qui disaient, mais non, on n'est pas concernés, ce qui se passe, c'est pas bien, et comme ça, qui n'étaient pas avec eux. Il faut préserver ces vies-là. Nous ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire 1 ou 2 de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ce sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles, très haut, de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin. Et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions
assez spécifique. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce n'est pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togben, le quartier et les vies humaines, il fallait faire appel à une telle arme pour neutraliser un ou deux blindés de tête afin qu'ils comprennent qu'ils sont totalement nus et qu'ils se rendent. Donc vers midi, nous avons décidé de solliciter le Nigeria. Nous savions, le commandement militaire béninois savait que nos amis nigériens disposaient de tel équipement. On leur a fait appel via la CEDEAO, via le président Tinubu lui-même en personne, et nous avons opéré les formalités nécessaires dans la journée pour que ce soit une intervention qui se fasse dans le cadre de la CEDEAO, normée, bien précis, et nous avons dit dans quel cadre nous voulons le faire, et nous avons rassuré les Nigérians que cela éviterait beaucoup de pertes en vie humaine. Le président Tinubu a été rassuré de cela, parce que il ne faut pas, pour neutraliser une dizaine de gars, vingtaine, tuer des centaines d'autres. Donc c'est exclusivement à cet effet que nous avons sollicité les appareils qui sont venus opérer. Ils ont fait 2 frappes. Ça suffit pour que ce qu'on espérait s'est bien passé. C'est la débandade. Donc nous avons eu raison d'avoir fait ce choix. Le président du Nigeria a souhaité envoyer une troupe terrestre. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, il est de bon ton de ne pas refuser l'aide, même si vous n'en avez pas besoin. Les règles de courtoisie requièrent cela. Vous êtes éprouvé, on vous dit, on va vous aider. On envoie des hommes. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, vous dites merci. Donc on a reçu les troupes terrestres qui sont arrivées vers minuit, 1h du matin, alors qu'on n'a pas besoin de ça. J'étais déjà passé la télé moi-même, dire que les Béninois pouvaient vaquer à leur occupation le soir même. Pourtant, l'armée nigériane est venue par voie de terre à minuit. Nous avons installé, ça montre que la coopération fonctionne bien, une fois de plus. Tout cela montre bien que on peut toujours compter sur la coopération internationale si il y a besoin. Merci de nous avoir assuré sur le maintien et la préservation du pacte républicain qu'on salue aujourd'hui. Cependant, le pays a reçu un coup pour son image. Tigri et son escouade rapprochée sont toujours en fuite. Permettez d'insister sur la question d'Emmanuel Sodi. Est-ce que vous redoutez une nouvelle tentative et est-ce qu'on peut savoir où il se terre si vous ne pouvez pas pour le moment nous parler des complicités du voisinage? Où est-ce qu'il se terre? Moi, je ne crains pas une récidive de la chose. Et même si ça doit se faire, soyez tranquille, peut-être personne ne le saura parce que ça n'ira pas à ce point-là. C'est vrai, ils sont en fuite et c'est vrai que nous voulions qu'ils déposent des armes, qu'ils se rendent. Et pour ne rien vous cacher, à un moment donné, nous avons eu Tigri au téléphone. Le patron de la garde républicaine lui a parlé au téléphone. Il lui a dit, garçon, c'est une folie ce que tu fais, rends-toi, dépose des armes. Et il a dit, ah non, il ne faut pas sous-estimer ma capacité de nuisance, c'est pas ça qu'il a dit. Non, mais nous voyons que vous voulez nous bombarder. J'espère à un moment donné, ils étaient déjà dans la demande d'un apaisement eux-mêmes. Alors, quand le concerné montre déjà ses faiblesses, il dit, mais ne nous bombardez pas. Vous comprenez donc que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et quand, effectivement, nous avons réduit, ils ont commencé par fuir, deux choses l'une. Certains sont enfuis avec leurs armes, qu'ils ont jetées après dans les caniveaux, dans les rues de Togben, puisque nous avons reçu des armes, les populations nous ont amené des armes après. Quand ils fuient comme ça avec des armes, vous les poursuivez, c'est des champs de tir, le risque encore de mort devient réel à l'instant où vous poursuivez quelqu'un qui est armé, dans un quartier densément peuplé. Nous aurions pu, si on avait donné le feu vert aux hommes de la poursuite de tirer sur eux, quand ils ont commencé à faire le mur, quand certains sont mis en civil, certains sont mis en civil et sont sortis du camp sur des motos. Moi, j'ai donné les consignes de ne pas abattre qui que ce soit en fuite. Parce qu'il y a déjà eu un premier lot qui s'est enfui. Quand ils sont arrivés dans le camp, Tigri lui-même est parti du camp en civil et en voiture. Il a abandonné les garçons, il est sorti du camp. Quand la frappe a eu lieu, il n'y était plus. Donc, ceux qui se sont enfuis, tant mieux. Nous les recherchons, nous avons retrouvé certains pas mieux, mais certains n'ont pas été retrouvés et sont, je crois, ont eu la facilité de quitter le territoire. Parce que vous savez très bien que la convivialité, la bonne cohabitation entre nos deux pays, la CEDEAO, même si parfois sur les papiers, ce n'est pas une réalité, entre les populations, c'est une réalité. Les échanges sont libres, totalement libres entre les populations sur les frontières.
Et il n'y a pas que les points de passage officiels qui permettent d'aller du Bénin au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Togo. Donc ils ont pu passer les frontières. Et nous avons lancé les mandats d'arrêt contre eux. Nous avons sollicité les pays concernés pour coopérer et nous les livrer. Je vais espérer qu'ils vont coopérer, qu'ils vont nous livrer ces voyous-là, parce qu'il faut qu'ils en répondent. Mais je compte de vous dire, c'était moins de mal qu'ils soient enfuis que les poursuivants nous fassions beaucoup de victimes dans Togbe. Monsieur le Président, je suis Éric Guédénon de Canal 3 Télévision. Alors, la loi que vous avez promulguée, il y a la question des mandats. Oui, c'est vrai qu'on ne doute plus de votre volonté de faire jouer le Bénin dans la Cour des grandes nations. Cependant, aucun grand pays démocratique majeur n'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Les grands pays font 5 ans et le Bénin fait 7 ans. C'est comme si nous on recule, on se met dans la catégorie des pays qui... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans, mais un mandat unique. Parce que j'ai dit que 5 ans c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les deux choses. Rallonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique, mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin de renouvellement. 10 ans après, ayant été dans la charge, je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans c'est trop court. Surtout, si ce n'est pas un mandat unique. C'est un paradoxe, ça paraît. Surtout si ce n'est pas un mandat unique, 5 ans est trop court. Parce que celui qui est élu pour un premier mandat, s'il est un homme politique, il voudrait forcément un second mandat. La vocation politique ne s'exprime pas seulement pour exercer la charge de la fonction une seule fois. Et vous savez tout très bien, la plupart des acteurs politiques qui postulent pour être dans la République, ils voudraient bien faire le nombre de mandats qu'il faut, 2, 3 ou 4 si possible. Donc le fait de vouloir un second mandat requiert que le premier ait un bilan. Si vous faites un premier mandat qui n'a pas de bilan, vous ne pouvez pas solliciter de vos concitoyens de vous reconduire dans la charge. Mais comment on fait pour avoir un bilan visible au bout de 5 ans? On ne fait que des choses visibles en apparence, mais qui manquent souvent de profondeur, de qualité. Une telle situation pousse les gouvernants, le président de la République, les régimes, dans la précipitation. Et tout ce qui est fait est bâclé. Sans études, sans compte expertise, sans donner le temps qu'il faut aux entreprises pour exercer, quand c'est des travaux, que c'est une réforme, tout ce qui relève de l'action publique est fait de la précipitation. Parce qu'on veut, au bout de 2 ou 3 ans, avoir un résultat visible. Les pays qui font 4 ans, les grands pays, 4 ans, 5 ans, des pays dans lesquels tout est déjà fait. On va prendre l'exemple des États-Unis qui font 4 ans. L'exemple de la France qui est passé de 7 ans à 5 ans. Mais quand vous écoutez les attentes des populations aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, c'est quoi l'attente des populations? Quelle est leur demande face aux acteurs politiques? Quand vous écoutez l'offre politique des acteurs politiques italiens, espagnols, français, canadiens, américains, quand vous écoutez leur offre politique, de quoi ils parlent? Vous n'entendrez jamais les populations françaises, américaines ou italiennes demander de l'eau à leurs acteurs politiques. Il nous faut de l'eau, jamais. Qui a déjà entendu ça une fois dans les réclamations des populations en France ou aux États-Unis? Jamais. Vous n'entendez jamais demander de l'électricité. Ils ne demandent jamais la route. Ils ne demandent jamais les hôpitaux. Ils ne demandent jamais les écoles. Même pas les universités. Peut-être des centres de recherche. Pourquoi? Parce que l'eau, ils l'ont déjà depuis longtemps. La route, ils l'ont depuis longtemps. L'électricité, les gens naissent avec ça, ils ne s'imaginent pas que ce soit un bien particulier. C'est une banalité. Quand pas les gens disent, dans ma région, je vais à l'université. Les gens ne demandent pas ça. Les populations vont dire, nous voulons lutter contre l'immigration. Pour qui on va voter pour qu'il combatte l'immigration? Pour qui on va voter pour qu'il assure notre sécurité dans les quartiers, dans les villes? Sécurité. Lutte contre l'immigration. On va entendre, nous voulons pas aller à la retraite à 65 ans, on veut continuer à la retraite à 60 ans. Les choses qui relèvent du confort de vie et non des fondamentaux de survie même, d'existence. Nous sommes sur 2 planètes différentes. Nous sommes dans 2 mondes différents. Le président américain, jamais quelqu'un lui demandera électricité, consort, école, et consort, jamais. Lui va parler d'impôts. Il va parler d'immigration. Il va parler de la rivalité avec la Chine.
À la limite, on peut élire un président américain pour 1 an. C'est suffisant. Parce qu'on veut qu'il prenne des mesures tout de suite contre l'immigration. Un décret suffit. Une fois qu'il a pris le décret, il peut dire bye-bye. Il a satisfait les besoins de ses électeurs. Une fois qu'il a fixé le taux de douane sur ce qui doit venir de la Chine et partout, il peut dire bye-bye, j'ai fini. Donc, le temps d'action pour un président américain, 1 an peut suffire pour qu'il satisfasse les demandes de la population. 1 an peut suffire. Si vous allez en France, il faut combien de temps à un gouvernement pour voter la loi, prendre les décrets, pour mettre la retraite à 60 ans, 65 ans, 70 ans? Il ne faut pas 2 ans, il ne faut pas 5 ans. Il faut combien de temps pour prendre un texte pour modifier les conditions d'immigration en France? Pas du temps. Alors, nous imitons des gens qui n'ont pas du tout le même problème que nous. Alors que pour construire des routes, quand vous voulez, on attend de vous, dans chaque localité, il y a des routes dans chaque localité. Si vous faites ça ici, vous ne faites pas ça là-bas, après les 2 ou 3 ans, vous avez les élections, ils ne voteront pas pour vous. Vous n'avez rien fait pour eux pour la route. Moi, je suis arrivé, j'ai espéré qu'au bout de 5 ans, j'aurais atteint 80-90% de couverture en eau potable. C'était mon plan, c'était ma volonté, on était engagé là-dedans. Il y a encore des endroits où on dit, mais on a demandé de l'eau, on est venu ici en campagne, on n'a pas eu l'eau. Certains n'ont pas eu de marché, pas eu de stade. Nous avons une course contre la montre. Ça a été terrible. Moi, j'ai pris 20 ans en 5 ans. Ouais, c'était pas comme ça il y a 10 ans. Et quand je regarde ma coupe de vieillesse, je vois que je suis sorti de la courbe. J'ai vieilli plus vite que je devais l'être. Mais c'est pour dire que le temps de l'action efficace est beaucoup plus long que le temps de la reddition de comptes, le temps politique.